Il y a des catastrophes qui s'expliquent par la météo, une défaillance technique, le facteur humain. Et il y en a d'autres où tout s'entremêle avec quelque chose d'inexplicable, et il reste le sentiment que le destin menait à ce point bien avant le décollage. Le vol 691 est de cela. Yeti Airlines effectuait une liaison intérieure régulière entre Katmandou et Pokhara. 200 km, moins d'une demi-heure de vol. Pokhara est un lieu touristique, une ville au bord d'un lac avec derrière elle l'Himalaya et ses sommets de 8000 mètres. C'est cette vue qui attire les gens ici. Certains viennent pour la montagne, d'autres pour le calme, d'autres veulent simplement voir ce qu'ils ont vu sur les photos. On peut s'y rendre de différentes manières. Le bus serpente sur les routes de montagne, serre les parois, rampe le long des gorges. C'est long, épuisant. Les chauffeurs klaxonnent à chaque virage, les passagers ont le mal des transports, et derrière la vitre, le précipice n'est qu'à quelques mètres des roues. C'est pourquoi beaucoup choisissent l'avion. Une demi-heure et vous y êtes, sans lacets, sans nausées, sans cette peur viscérale du vide quand le bus prend un énième virage au-dessus de l'abîme. Yeti Airlines vole sur des appareils du consortium franco-italien ATR, turbopropulseur, bimoteur, pour les vols moyens-courriers. Fiable si l'on en croit les statistiques. Ces avions volent partout dans le monde, en Scandinavie, en Asie du Sud-Est, en Afrique. Là où les distances sont courtes et les aérodromes pas toujours parfaits. Le vol 691 était opéré par un ATR 720-500, immatriculé 9N ANC. L'avion a été mis en service en 2007, 15 ans sans accroc. Entretien régulier, contrôle programmé, remplacement des pièces selon le calendrier. 2 moteurs canadiens, Pratt & Whitney, conçus spécialement pour la haute altitude et la chaleur. Une machine qui connaissait ses routes mieux que la plupart des pilotes. Des centaines de fois, elle avait décollé de Katmandou et s'était posée à Pokhara. Des centaines de fois sans incident. Le matin du 15 janvier 2023, aéroport international de Tribhuvan, Katmandou, un matin ordinaire. L'agitation habituelle du terminal. Des gens avec des valises, des annonces en népalais et en anglais, l'odeur du café provenant du café du 2e étage. L'avion se prépare pour le départ. Les techniciens terminent l'inspection avant vol. Les ravitailleurs s'éloignent. Tout est conforme au planning. L'équipage compte 4 personnes, tous népalais. Le commandant de bord est Kamal Kessi, 58 ans, pilote instructeur, 32 ans aux commandes, 21 900 heures de vol. Un homme qui ne se contentait pas de voler. Il apprenait aux autres à voler. Depuis des années. Des centaines de cadets sont passés entre ses mains. Les jeunes pilotes, devenus capitaines par la suite, se souvenaient de ses leçons, de sa manière d'expliquer. De son calme dans les situations complexes. S'il existe une notion de fiabilité dans l'aviation, alors Kamal Kessi en était l'incarnation. Ses collègues lui faisaient une confiance absolue. La direction l'affectait au vol difficile. Il était de ceux qui ne paniquent pas, qui ont tout vu, qui savent quoi faire. La copilote est Anju Katiwada, 44 ans, 16 ans dans l'aviation civile, 6400 heures. L'une des 6 femmes pilotes de la compagnie. Peu pour le Népal, pas si peu pour une personne qui n'est pas arrivée dans la profession immédiatement. Elle était de celles qui ont tout réussi par elle-même, sans relation, sans protection. Juste de la persévérance et des milliers d'heures d'entraînement. À bord, 2 hôtesses de l'air. L'une d'elles, Ossine Allé, a enregistré une courte vidéo quelques minutes avant l'embarquement des passagers. Quelque chose de plaisantin, de léger. Un sourire à la caméra, un signe de la main. Elle l'a publié sur TikTok. Le geste ordinaire d'une personne qui ne sait pas qu'elle le fait pour la dernière fois. La vidéo circulera ensuite sur le réseau. Les gens regarderont son visage en pensant « Elle ne savait pas ». Elle vivait simplement sa journée habituelle. Vers 10 heures du matin, 68 passagers montent la passerelle. 53 Népalais, 5 Indiens, un couple sud-coréen, peut-être en lune de miel, peut-être juste en vacances. Ils se tenaient par la main en marchant vers l'avion. Un Australien. Un Argentin, il voyageait seul, avec un sac à dos et un appareil photo. Un Irlandais, un Français. 4 enfants. Le plus jeune a moins de 3 ans. Des gens qui n'ont aucun lien entre eux, sauf un. Ils ont acheté un billet pour le même vol. Un échantillon aléatoire. Une coïncidence fortuite. Dans la cabine, 68 sièges, presque complets. Quelqu'un range son sac dans le coffre, un autre est déjà assis, attaché, et regarde son téléphone. Les hôtesses parcourent l'allée, vérifient les ceintures, répondent aux questions. L'odeur de l'air climatisé, le bourdonnement de la ventilation. À 10h33, l'ATR 72 quitte la piste.
72 personnes à bord. 27 minutes jusqu'à Pokhara. Moins qu'un épisode sur Netflix. Moins qu'une pause déjeuner. L'itinéraire survole les montagnes. Ici, le temps peut changer en quelques minutes. Vent, nébulosité, turbulence, tout cela fait partie de la norme locale. Les pilotes qui volent au Népal s'y habituent. Ils savent que les montagnes ne sont pas qu'un décor derrière la vitre. Elles influencent les courants d'air, créent des tourbillons, peuvent précipiter l'avion vers le bas ou vers le haut sans avertissement. Mais aux commandes se trouve un instructeur qui connaît ses couloirs aériens par cœur. Le décollage s'est déroulé normalement, la montée aussi. Dans la cabine, c'est calme. De légères secousses, pas plus. Quelqu'un somnole, la tête appuyée sur l'appui-tête. Un autre regard par le hublot. En bas défilent des pentes couvertes de verdure, les rubans blancs des rivières dans les gorges. Quelqu'un fait défiler son téléphone, bien qu'il n'y ait presque pas de réseau à cette altitude. Environ 20 minutes après le décollage, l'avion amorce sa descente. Pokhara est déjà proche. En bas, les toits des maisons, la verdure, les méandres de la rivière. On aperçoit le lac, celui-là même pour lequel les touristes viennent ici. De haut, il ressemble à un éclat de miroir inséré dans une vallée verdoyante. Dans le cockpit, tout se déroule selon la procédure. Kamal est assis à droite, à la place du copilote. Ce n'est pas une erreur, c'était prévu ainsi. Il joue le rôle d'observateur, d'instructeur. Anju est à gauche, à la place du commandant. Elle pilote l'appareil. Il contrôle, conseille si nécessaire. Un schéma standard pour un vol d'entraînement. C'est ainsi que l'on enseigne. C'est ainsi que l'on transmet l'expérience. Anju est concentré. Les mains sur le manche, le regard sur les instruments, sur la piste devant, à nouveau sur les instruments. Elle a fait cela des centaines de fois. Mais chaque approche pour l'atterrissage est une tâche à part entière. On ne peut pas se relâcher ici. Kamal observe en silence. Parfois, il dit quelque chose brièvement, une confirmation, une précision. Sa voix est calme. Il a vu des milliers d'atterrissages. Celui-ci ne diffère en rien des autres. L'équipage passe la liste de contrôle. Le train d'atterrissage est sorti. 3 voyants verts. Tout est normal. L'altitude chute. 500 mètres. 400. 300. 200. Dans la cabine, rien d'inquiétant. Quelqu'un rit. On s'est probablement souvenu de quelque chose de drôle. Quelqu'un discute avec son voisin. Un enfant au 3e rang s'agite sur son siège. Sa mère ajuste sa ceinture. Avant l'atterrissage, quelques minutes. On peut déjà sentir l'avion ralentir, l'air devenir plus dense, le sol approcher. L'un des passagers, un Indien nommé Sonu Jaiswal, voyage avec 3 amis. Ils sont assis ensemble, dans la rangée centrale. Ils plaisantent. Sonu sort son téléphone, ouvre Facebook, appuie sur « Direct ». Pas parce qu'il sent un danger, simplement pour filmer l'atterrissage, pour le montrer à ses amis et à sa famille, pour se vanter du voyage. Un détail. Une bêtise, mais pourquoi pas? La caméra filme la cabine. On voit les dossiers des sièges, l'arrière des têtes des gens, la lumière des hublots. Le soleil frappe par la droite, illuminant les poussières dans l'air. On entend le vrombissement des moteurs, régulier, familier, rassurant. Des bribes de conversation en népalais, en hindi, le rire de quelqu'un. Sonu dit quelque chose à la caméra. Il sourit. Pendant les 90 secondes suivantes, il filme sa propre mort. Il ne le sait pas. Personne à bord ne le sait. Ils pensent que dans 2 minutes, ils récupéreront leur bagage. À 10h57, le vol 691 s'écrase. Pas sur la piste, pas dans un champ. Juste au bord d'une gorge, près de la rivière, à quelques centaines de mètres de l'aéroport. Si près, et si désespérément loin. Plusieurs personnes au sol voient cela de leurs propres yeux. Quelqu'un est sorti en courant au bruit. Un autre regardait simplement le ciel. Il attendait l'avion, voulait filmer son atterrissage. Une personne a le temps de lever son téléphone. Sur l'enregistrement, on voit l'avion qui bascule sur l'aile et plonge vers le bas. Une inclinaison contre nature, le nez cabré vers le haut. Et puis la chute. Quelques secondes et une colonne de fumée noire s'élève au-dessus des arbres. Le silence. Et puis les cris des gens qui courent vers le lieu de la chute et comprennent qu'il est déjà inutile de courir. Les secours arrivent rapidement. Camions de pompiers, ambulances, police. Mais il n'y a presque personne à sauver. Les débris sont éparpillés sur la pente. Une partie du fuselage est dans la gorge, une autre partie sur le bord du précipice. Des sièges, des morceaux de carlingue, les affaires des passagers. Une valise ouverte lors de l'impact. Un jouet d'enfant en est tombé. Un ours en peluche, presque indemne.
Il repose sur l'herbe, comme si quelqu'un l'avait posé là, à côté, ce qu'il est impossible de regarder. On retire 71 corps des débris, la plupart sous forme de fragments. On ne parvient pas à identifier tout le monde. Certains seront identifiés plus tard par l'ADN, par les dossiers dentaires, par les bijoux. Certains passagers apparemment ont survécu à l'impact, mais se sont retrouvés coincés dans les débris en feu. Ils n'ont pas pu sortir. 2 personnes sont extraites encore vivantes. Les sauveteurs entendent des gémissements, déblaient des morceaux de métal à la main. Elles sont transportées d'urgence à l'hôpital. Les médecins font tout leur possible. Mais moins d'1 heure plus tard, les 2 décèdent. Des blessures incompatibles avec la vie. Des dommages internes impossibles à réparer. 72 personnes. Aucun survivant. Quand cela est annoncé officiellement, les pleurs commencent dans la foule près de l'aéroport. Les proches qui étaient venus attendre le vol. Ils ont attendu et l'attente a pris fin. Mais pas comme ils l'espéraient. La question qui surgit immédiatement, que s'est-il passé? L'avion est en bon état. La documentation technique est en règle. Le dernier contrôle remonte à quelques jours avant le vol. Aucune remarque. La météo est dans les normes. Oui, les montagnes. Oui, des courants possibles, mais rien de critique. La visibilité est bonne. Le vent est modéré. L'équipage est l'un des plus expérimentés de la compagnie. Ce n'est pas une catastrophe que l'on peut attribuer à une cause évidente. Ce n'est pas le cas où tout est clair dès les premières minutes. Les experts portent leur attention sur la vidéo filmée depuis le sol. Quelques secondes avant la chute, le nez de l'avion se cabre brutalement vers le haut, trop brusquement. Puis l'aile gauche s'enfonce. La machine semble perdre son appui, s'effondre dans l'air. Un mouvement impossible à corriger à une telle altitude. Ce sont les signes classiques d'un décrochage. Perte de portance, perte de vitesse, perte de contrôle. Le décrochage, c'est quand l'avion cesse de voler, quand l'air ne porte plus l'aile, quand la vitesse tombe sous un point critique et que la machine s'enfonce tout simplement. À haute altitude, on peut corriger cela, abaisser le nez, prendre de la vitesse, se rétablir. À 200 mètres, il n'y a plus de temps. Mais pourquoi? Pourquoi un avion en parfait état, avec un équipage expérimenté, est-il entré en décrochage lors de l'approche finale? Quelques heures après la catastrophe, les autorités du Népal égrènent d'une commission. Le lendemain, les sauveteurs retrouvent les enregistreurs de vol, les 2, phoniques et de paramètres. Des boîtes oranges, cabossées, mais intactes. Les boîtes noires sont envoyées à Singapour. Là-bas se trouve l'équipement pour le décryptage. Là-bas se trouvent les spécialistes qui savent lire ces données. 1 semaine passe, 2, 3. Les familles attendent des réponses. Les journalistes posent des questions. La compagnie aérienne se tait. Les autorités disent « l'enquête se poursuit ». 1 mois plus tard, un rapport préliminaire est publié. On y trouve la transcription de la dernière minute de conversation dans le cockpit et les données paramétriques qui expliquent tout, et rien à la fois. Voici ce qui s'est passé. Kamal Kassé était assis à droite, Anju Katiwada à gauche. Elle pilotait, il observait. Un schéma classique. Après la sortie du train d'atterrissage, 3 lumières vertes sur le panneau, Anju a déconnecté l'autopilote. Elle est passée en pilotage manuel. Tout selon la procédure. C'est ce qui est prévu à cette étape. Les mains sur le manche, le regard sur la piste. L'altitude chute. 5 secondes plus tard, elle demande de régler les volets à 30 degrés. Configuration standard pour l'atterrissage. Les volets augmentent la portance, permettent de voler plus lentement, d'aborder la piste de manière plus sûre. Volet 30, on descend, a confirmé Kamal. Il a tendu la main gauche vers la console centrale. Là, entre les sièges, se trouvent les leviers. Plusieurs leviers placés côte à côte. Le levier des volets, le levier de commande des moteurs, le levier de mise en drapeau des hélices. Pour un homme ayant 20 000 heures de vol, ce mouvement est automatique. La main sait d'elle-même où aller. Une mémoire musculaire forgée par des milliers de répétitions. Il ne regardait même pas la console. Ce n'était pas nécessaire. Il l'avait fait tellement de fois qu'il aurait pu le faire les yeux fermés. La main s'est posée sur le levier. Pas le bon. Il ne l'a pas remarqué. Anju ne l'a pas remarqué. Elle regardait la piste, contrôlait la descente. Personne n'a remarqué. Il n'y a pas eu d'alarme, pas d'avertissement. Juste une main qui s'est posée sur le levier d'à côté. Les données paramétriques ont enregistré. Les volets n'ont pas bougé, pas d'1 degré. Ils sont restés dans la même position qu'avant. Par contre, le régime des hélices des 2 moteurs a chuté simultanément, brutalement, 25%, puis plus bas encore. Le couple a commencé à tomber vers 0. Les 2 moteurs sont passés en mode de mise en drapeau.
La mise en drapeau, c'est quand les pales de l'hélice s'orientent parallèlement au flux d'air. On fait cela quand un moteur tombe en panne, pour que l'hélice ne crée pas de résistance. Mais en vol normal, avec des moteurs en marche, c'est une catastrophe. Les pales ont pivoté. La poussée a disparu. Les deux moteurs, qui une seconde plus tôt propulsaient l'avion vers l'avant, se sont transformés en poids mort. Un seul geste erroné, Kamal Kassé a éteint les deux moteurs. À 200 mètres d'altitude, à une vitesse qui était déjà faible pour l'approche finale. Dans les dernières secondes, dans le cockpit, des voix. D'abord, l'incompréhension. Perte de puissance. Pourquoi? Les deux pilotes le voient. Les instruments indiquent qu'il n'y a plus de poussée. Mais pourquoi? Les moteurs sont en bon état. Il y a du carburant. Tout était normal il y a une seconde. Kamal pousse les manettes des gaz au maximum. Mais cela ne donne rien. Le régime n'augmente pas. La poussée n'apparaît pas. Les moteurs sont déjà en drapeau. Ils auraient besoin d'un autre levier. Celui-là même qu'il a déplacé par erreur. Mais il ne le comprend pas. Anju ne le comprend pas. Sur les instruments, il n'y a pas d'indication explicite de ce qui s'est passé. Il n'y a que le résultat. Il n'y a plus de puissance. Il tente de faire quelque chose. Dans les voix, une tension croissante. Pas de panique. Ce sont des professionnels. Mais de l'incompréhension. Ils ne savent pas ce qui est arrivé. Ils luttent contre la conséquence sans voir la cause. Des secondes. Ils n'ont que quelques secondes. L'avion perd sa vitesse. Sans poussée, sans moteur. C'est juste un planeur. Un planeur lourd qui n'est pas conçu pour planer. Le nez se cabre. C'est une tentative instinctive de maintenir l'altitude. Mais c'est une erreur. Cela accélère le décrochage. L'aile s'enfonce. L'aile gauche s'effondre. Décrochage. Le sol. Le corps de Kamal Kassé a été extrait des débris. Identifié par ses documents, son uniforme, ses restes. Il a été retrouvé dans la partie avant du fuselage, là où se trouvait le cockpit. Le corps est gravement endommagé, mais l'identification est possible. Le corps d'Anju Katiwada n'a jamais été retrouvé. Les sauveteurs ont travaillé pendant plusieurs jours. Ils ont fouillé les débris, tamisé la terre, sont descendus dans la gorge. 71 corps. Il en manque un. 72 personnes étaient à bord. 71 ont été retrouvées. On l'a cherché plus longtemps que les autres. On a vérifié chaque fragment, comparé avec les registres. Rien. Peut-être a-t-il brûlé entièrement. La température lors de l'incendie atteignait de telles valeurs que de certains corps il ne restait que les os. Peut-être a-t-elle été emportée lors de l'impact. L'avion s'est désintégré en plein vol. Une partie des débris a été projetée sur des centaines de mètres. Peut-être, et cela sonne comme du mysticisme, mais c'est un fait, ne l'a-t-on tout simplement pas retrouvée. Au milieu de tout ce chaos, parmi les débris et les cendres, un corps a disparu. Elle est venue à l'aviation pour être plus proche de son mari, que le ciel avait emporté. Et le ciel l'a emportée, tout entière. Anju Katiwada n'est pas venue à l'aviation immédiatement. En 2006, elle avait 27 ans, une femme ordinaire, une jeune mère, avec un enfant d'1 an dans les bras, un garçon qui commençait tout juste à marcher. Son mari, copilote chez Yeti Airlines, il effectuait des vols de fret, un travail moins prestigieux que le transport de passagers, mais stable. Il aimait voler, elle l'aimait. Cette année-là, il est mort. Un vol de fret. L'avion transportait des vivres vers une région reculée, là où l'on ne peut accéder par la route. Au Népal, il y a beaucoup d'endroits comme celui-là, des villages coupés du monde où tout est acheminé par les airs. Nourriture, médicaments, carburant. De petits avions qui atterrissent sur de courtes pistes taillées dans les flancs des montagnes. Quelque chose a mal tourné. Les détails, comme d'habitude, sont laconiques. Les rapports officiels au Népal ne sont pas toujours publiés intégralement. Les 9 membres d'équipage ont tous péri. Son mari figurait parmi eux. Elle l'a appris le soir même. Un appel de la compagnie. La voix au bout du fil, officielle, compatissante. Des mots qui ne signifient rien. Nous sommes désolés. Nous avons fait tout notre possible. Recevez nos condoléances. Elle s'est retrouvée seule, avec un enfant, avec le vide, avec les photos au mur et son uniforme dans le placard. Les gens gèrent le deuil de différentes manières. Certains se replient sur eux-mêmes, se referment, cessent de vivre, commencent à exister. Certains se brisent, et ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Quelque chose à l'intérieur se casse, et la personne ne peut plus se reconstruire. Certains sont en colère, contre le destin, contre Dieu, contre la compagnie aérienne, contre le monde entier. Et d'autres, et c'est rare, transforment la douleur en carburant, prennent tout ce deuil,
toute cette horreur et en font quelque chose. Ne lâche pas, n'oublie pas, l'utilise. Anju a reçu le versement de l'assurance. C'était l'argent qui lui revenait en tant que veuve de pilote. Pas une somme énorme, mais suffisante. Elle pouvait le dépenser pour n'importe quoi. Pour un logement, pour l'enfant, pour simplement vivre quelques années sans penser au travail, soigner ses blessures, reprendre des forces. Elle l'a dépensé pour une école de pilotage. Une décision qui a semblé étrange à beaucoup, voire insensée. Ton mari est mort dans un accident d'avion et tu vas apprendre à piloter ? Dans la même profession qui l'a tué ? Mais elle n'a rien expliqué, ne s'est pas justifiée. Elle l'a simplement fait. Elle est partie aux États-Unis, a laissé l'enfant à ses parents. C'était dur, mais il n'y avait pas d'autre issue. A étudié là-bas, des heures sur simulateur, des heures dans les airs, théorie, pratique, examen. La langue anglaise, en laquelle elle n'était pas sûre d'elle, la solitude, le manque de son fils. Et l'obstination, une obstination aveugle, de fer, celle d'une personne qui a déjà tout perdu et qui n'a plus rien à craindre. Elle a obtenu sa qualification, est revenue au Népal. En 2010, elle a été embauchée comme pilote par la même compagnie aérienne où travaillait son mari. Ce n'était pas une coïncidence, c'était son choix, conscient, mûri dans la souffrance. Elle voulait voler là où il volait, voir ce qu'il voyait, faire ce qu'il faisait. Peut-être, et ce ne sont que des suppositions, mais elle s'impose, pour être plus proche de lui. Au moins ainsi, au moins dans ce ciel, au-dessus de ces montagnes, sur ses itinéraires. Elle ne pouvait pas le ramener, mais elle pouvait prendre sa place. Au cours des 13 années suivantes, elle a accumulé 6400 heures de vol. C'est beaucoup. Ce sont des milliers de vols, des milliers de décollages et d'atterrissages, des milliers de passagers qui lui ont confié leur vie. Elle s'est remariée, pas tout de suite, quelques années plus tard, a eu un deuxième enfant, a continué à travailler. Elle conciliait tout, comme le font des millions de femmes, sauf que son travail se situait à 10 000 mètres d'altitude. Ses amis disaient « elle aimait le ciel », vraiment. Pas comme un métier, comme une partie d'elle-même. Elle parlait des vols avec la même expression faciale que d'autres utilisent pour parler de leurs enfants ou de l'amour. C'était sa place, sa vie. Elle voulait devenir commandant de bord, de plein droit, pas copilote, pas stagiaire, capitaine, le siège de gauche, la personne principale dans la cabine, celle qui prend les décisions. Le 15 janvier 2023, elle était assise dans le siège de gauche, à la place du commandant. À côté, un instructeur avec 32 ans d'expérience. Tout indiquait qu'elle obtiendrait bientôt sa qualification. Encore quelques vols de ce type, encore quelques vérifications, et elle deviendrait capitaine, officiellement, enfin. Et puis sa main s'est tendue vers le mauvais levier. Et tout s'est terminé. Après la catastrophe, l'aéroport de Pokhara était fermé, brièvement, le temps de l'opération de sauvetage. La piste a été inspectée. On a vérifié qu'il n'y avait pas de débris. Elle a été rouverte. La vie continue. Les avions doivent voler. Le lendemain, le gouvernement du Népal a déclaré un deuil national. Drapeau en berne. Les officiels font des déclarations. Des mots qui ne changent rien. Yeti Airlines a annulé tous ses vols. Une vague de chagrin a traversé le pays et une vague de questions. Les journaux sont sortis avec les photos des victimes en première page. Les chaînes de télévision diffusaient la vidéo du crash en boucle. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver ? Pourquoi un instructeur si expérimenté a-t-il confondu les leviers ? Pourquoi personne ne l'a remarqué ? Pourquoi le système n'a-t-il pas émis de signal ? Pourquoi l'avion n'a-t-il pas pu se rétablir ? Il y a des réponses, mais elles ne sont pas consolatrices. Le facteur humain. 2 mots derrière lesquels se cache tout le reste. La mémoire motrice. L'automatisme. La main s'est tendue là où elle en avait l'habitude. Mais cette fois, un peu plus à gauche, un peu à côté. Des millimètres. Et ces millimètres ont coûté 72 vies. Kamal Kassé était le meilleur. L'un des meilleurs. Mais les meilleurs se trompent aussi. C'est là que réside ma malédiction de l'aviation. Le système n'est sûr que dans la mesure où l'humain à l'intérieur l'est. Et l'humain est toujours vulnérable. Fatigué, distrait, pensant à autre chose, la main qui tremble. Et c'est fini. Le Népal est un pays où l'aviation est complexe. Des montagnes, des gorges, des pistes courtes, coincées entre les versants. Une météo qui change en quelques minutes. Ici, il n'y a pas l'infrastructure que l'on trouve en Europe ou aux États-Unis. Pas de données météorologiques précises pour chaque gorge. Pas de radar qui voit chaque kilomètre carré. Pas de système de secours à chaque étape. Pas d'argent pour tout cela. Les pilotes ici sont différents.
Ils sont habitués aux risques. Ils volent là où d'autres ne s'aventureraient pas. Atterrissent sur des pistes qui, dans d'autres pays, seraient fermées car jugées dangereuses. Travaillent dans des conditions qu'un régulateur européen qualifierait d'inacceptables. Mais parfois, cela ne suffit pas. Parfois, l'expérience ne sauve pas. Parfois, elle tue. Parce que l'expérience crée l'automatisme. Et l'automatisme est à la fois une bénédiction et une malédiction. En 2013, la Commission européenne a inscrit toutes les compagnies aériennes népalaises sur liste noire. Toutes, sans exception. Yeti Airlines, Buddha Air, Nepal Airlines, toutes se sont vues interdire de survoler le territoire de l'Union européenne. Pas des avions spécifiques, toutes les compagnies aériennes du pays. La raison était formulée sèchement. Problème de sécurité systémique. Cela ne signifie pas que chaque vol est dangereux. Cela signifie que le système dans son ensemble n'est pas fiable, que le contrôle est faible. Que les normes sont insuffisantes, que tôt ou tard, quelque chose arrivera. Le vol 691 est devenu un élément de plus dans cette liste. Une preuve supplémentaire que le système défaille, que des gens meurent, que rien ne change. Qu'après chaque catastrophe, deuil, enquête, promesse, réforme sur papier, et puis la catastrophe suivante. Et quelque part dans cette histoire, une femme qui est venue à l'aviation pour être plus proche de son mari défunt, qui a volé pendant 17 ans dans le même ciel, qui est presque devenue capitaine, et qui a péri elle-même, dans la même compagnie, sur le même type de trajet, à cause de l'erreur d'un autre, une main qui s'est posée sur le mauvais levier. Son corps n'a jamais été retrouvé. 71 personnes ont été retrouvées. Elle, non. On peut dire un hasard, le chaos des destructions, l'incendie, les débris. On peut dire simplement pas de chance, on n'a pas eu le temps, on n'est pas arrivé jusque-là. Ou bien, on peut ne rien dire. Juste regarder cette histoire, toutes ces coïncidences. Le mari mort dans un accident d'avion, la femme qui choisit sa profession, 17 ans de vol, l'instructeur à la réputation irréprochable, sa main qui, au moment décisif, s'est posée au mauvais endroit, et le corps que l'on n'a pas trouvé. Parfois, dans les catastrophes, il n'y a pas de mysticisme, seulement de la physique, de la fatigue et des erreurs humaines. Et parfois, il y a quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'a pas de nom. Quelque chose qui fait que l'histoire se déroule d'une certaine manière, trop précisément pour être un hasard. Le vol 691 est de ces histoires-là.